Nous sommes en 2050, le grand reset a bien eu lieu, l'apocalypse financière s'est bien déroulée et achevée telle que les complotistes l'avaient prévu. Les complotistes nous avaient pourtant prévenus pendant des décennies que ça allait se produire, mais nous, les investisseurs classiques, nous n'avons pas écouté et la plupart d'entre nous ont fini ruinés, en particulier un certain Mark Bluersky qui a tout perdu. Donc, sur quoi aurait-il fallu investir? Qui sont les grands gagnants du grand reset? Ça va être la question du jour. Est-ce qu'il aurait fallu investir sur l'or, sur l'argent, sur les diamants, sur les rubis? Sur quoi? On va passer en revue donc tous les types d'investissements, tous les actifs, et on va voir ceux qui sont gagnants et ceux qui sont perdants dans l'hypothèse de ce scénario de grand reset. Alors, ceux qui avaient des actions, des ETF, des investissements financiers sur les marchés cotés, les marchés électroniques, les marchés étant complètement down, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus d'électricité, donc tout ce qui était coté, et puis les entreprises, la plupart ont fait faillite, donc là c'est zéro, donc là ça concerne par exemple pour moi plus de la moitié de mon patrimoine qui part en fumée en cas de grand reset. Toutes les actions typiquement des techs, etc., tout ça là, c'est grand reset, donc il n'y a plus de Microsoft, Apple, MacBook Air, iPhone, machin, tout ça poubelle. Voilà, c'est plus ça, c'était dans un monde où tout allait bien, où c'était la paix mondiale et on continuait d'avancer vers le progrès technologique. Malheureusement, le grand reset, ça a cassé tout ça, donc là, il n'y a plus rien. Ceux qui avaient des obligations, en particulier des obligations d'État, là pareil, sont de grands perdants. Donc là, moi j'en ai, donc là ça c'est pareil, perdant. Pourquoi? Parce que la plupart des pays en fait ont fait totalement faillite, donc ils sont plus à même de rembourser ces obligations, des obligations d'ailleurs qui étaient cotées. Donc pareil, j'ai même plus accès en fait à mes brokers, j'ai plus accès à rien, j'ai plus accès à Internet, j'ai plus d'ordinateur, j'ai plus rien. Donc y a rien, quoi, fini. Zéro. Alors, les critères pour pouvoir qualifier quel type d'investissement est bien pour le grand reset ou pas, j'ai choisi les critères suivants. La transportabilité, c'est-à-dire la facilité à déplacer et à cacher des actifs. Okay. L'échangeabilité, c'est-à-dire est-ce que c'est liquide, est-ce que ce bien va être accepté par d'autres pour pouvoir échanger contre de la nourriture ou autre. La durabilité, est-ce que cet actif va être stable dans le temps? La divisibilité, c'est-à-dire est-ce qu'il n'est pas trop gros finalement pour être échangé? Est-ce qu'on peut le casser en petites parties, en petites sommes? Est-ce qu'on peut le diviser pour pouvoir l'échanger facilement? Bien, voilà. La confiscabilité, la sécurité. La stockabilité, est-ce qu'on peut le stocker facilement? Voilà. Donc c'est les critères que j'ai retenus. Donc bon, de toute façon, actions, obligations, tout ça, de toute façon, c'est zéro. Alors il y a quand même des histoires d'actions au porteur. Il y a aussi des actions qui sont pas sur les marchés. C'est-à-dire qu'on peut retirer, on a un bout de papier qui nous dit qu'on est propriétaire de telle entreprise. Donc là, bon, c'est pour le transporter, c'est facile. Pour l'échanger, c'est plus complexe parce qu'en fait, il n'y aura pas de valeur. Vous avez des actions, même au porteur, des actions Google ou des actions, elles valent plus rien. Donc la valeur, même si on peut l'échanger, encore faudrait authentifier que il va y avoir des gros problèmes d'authentification, de vérifier que c'est pas des faux. En fait, de toute façon, il n'y a même plus d'imprimante, il y a plus rien. Donc voilà, c'est juste un bout de papier. Il n'y a même plus de registre, il n'y a même plus de base de données, il n'y a plus rien, quoi. Bon. Donc voilà, donc ça, les actions porteurs, c'est pas non plus la solution. Qu'est-ce qui reste? Les diamants. Alors, est-ce que les diamants seraient la solution en cas de grand reset? Alors, pour le transporter, c'est très facile. C'est tout petit et ça a une très grande valeur. Okay, donc transportabilité, top. Maintenant, l'échangeabilité. C'est-à-dire la valeur. Est-ce qu'on peut échanger un diamant pour acheter de la nourriture, de l'eau, des armes, etc. Là, ça pose problème. Parce que, bon, déjà, dans un cas de grand reset, c'est impossible en fait de vérifier que c'est un vrai. C'est-à-dire qu'à l'œil nu et sans appareil complexe, on ne peut pas vérifier qu'un diamant est un vrai et on ne peut pas en fait, même si c'est un vrai, c'est-à-dire même si on a un certificat, etc., et qu'on croit dans les certificats, parce qu'il n'y a même plus d'organisme de certification, mais quand bien même on croit dans les certificats, il y aura un problème pour estimer la valeur. Parce que estimer la valeur d'un diamant, c'est très complexe. Ça dépend de plein de critères. Alors les critères, c'est quoi?
Bon, déjà, il faut vérifier que c'est pas un diamant de synthèse, parce qu'il y a beaucoup de diamants qui sont des diamants synthétiques, qui sont créés en laboratoire, et en fait, ces diamants n'ont quasiment aucune valeur. Aucune valeur, ça veut dire que leur valeur, c'est 5 à 10% de la valeur d'un diamant naturel. Et aucun être humain avec des appareils normaux et un œil normal ne peut distinguer en fait un faux diamant, enfin un diamant synthétique. Un diamant synthétique, ça veut dire que c'est vraiment des atomes de carbone à l'intérieur qui sont agencés de la même manière, etc., d'un diamant naturel qui a été extrait donc d'une mine de diamant. Donc ça, c'est le premier problème. Ensuite, la valeur, elle dépend de plein de paramètres. Elle dépend donc du poids, donc du carat, de la taille, de la coupe, est-ce que c'est symétrique, comment il a été poli, ça dépend de la pureté, est-ce qu'il y a des inclusions ou pas, est-ce qu'il y a des défauts de surface, ça dépend de la luminescence, aussi appelée fluorescence. Certains diamants brillent sous UV, d'autres non. Sachant que la luminescence peut faire augmenter le prix ou baisser le prix, suivant le type de luminescence. Sur la couleur, pareil, c'est très complexe, les couleurs. Ça va de incolore, en fait, il y a des lettres de incolore à jaune, mais il y a aussi du bleu, du rose, du vert, il y a plein de couleurs, mais même dans les blancs, en fait, c'est très complexe de distinguer un blanc d'un autre blanc. Il y a des blancs qui ne sont pas exactement blanc-blanc, et ça fait varier le prix sur le marché actuel de façon très importante. La forme est très importante. Faut savoir que par exemple, actuellement, un diamant carré, qui a été taillé de façon carrée, ne vaut presque rien. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que les gens ne s'intéressent pas aux diamants carrés. Pourquoi? Parce que c'est pas la mode. Voilà. Les diamants, aujourd'hui, la mode, c'est plutôt des ratios, en fait, 1,50, 1,60, 1,70, machin, des trucs, voilà. Donc il y a plein de types de formes, rond, princesse, ovale, émeraude, coussin, poire, marquise, machin, et en fonction de la forme, donc de comment il a été taillé, en fait, il va avoir un prix totalement différent. Voilà, les ronds brillants sont les plus recherchés actuellement, mais demain ça peut être les diamants carrés, alors qu'aujourd'hui ils valent rien, quoi. Ça dépend. Donc les proportions, la brillance, évidemment les certificats, il y a plein de certificats différents, GIA, HRD, IJ, GL, machin. Mais le problème de ces certificats, c'est que dans une situation de grand reset, les organismes de certification ont disparu complètement. Et les machines pour aller certifier, pour aller analyser en fait les diamants, ont aussi disparu. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Donc ça, je pense pas que ce soit une solution. En plus, ça varie en fonction même d'autres paramètres. L'origine, de quel pays ça vient, est-ce que ça a été extrait de façon éthique? Ça, c'est des valeurs d'aujourd'hui, hein, des critères, etc. Est-ce que ce sont des diamants liés à des conflits, à des guerres ou pas, etc., etc. Est-ce qu'il y a eu des traitements aussi sur le diamant pour qu'il soit encore plus beau? Il y a des traitements à laser, haute pression, coloration, donc impossible si vous voyez un diamant de savoir s'il a été traité. Et pourtant, s'il a été traité, sa valeur sera différente. Donc impossible de détecter tout ça à l'œil nu, il faut une analyse spectroscopique pour analyser, ou microscopique. Voilà. Donc au-delà de ça, en fait, donc durabilité, c'est top, le diamant. Divisibilité, complètement nul. On ne peut pas diviser un diamant, le couper, le retailler, le machin, c'est impossible. Donc en fait, c'est beaucoup trop cher, on va dire, un diamant pour pouvoir échanger avec quoi que ce soit. Donc voilà, et ça se stocke très facilement. Voilà, au final, je pense que ça ne sera pas du tout utilisé dans un cas de grand reset. De toute façon, dans l'histoire, on n'a pas vu des diamants qui étaient utilisés pour vraiment faire du commerce et des échanges, etc. Par contre, ce qui existe depuis des milliers d'années, genre 10 000 ans, c'est l'or. L'or, il est utilisé, c'est une valeur sûre parce qu'on sait que c'était utilisé comme monnaie d'échange partout et dans tous les peuples, toutes les cultures. Tout le monde a reconnu la valeur de l'or. Donc l'or, clairement, oui. Pièces d'or, oui. Peu de contrefaçon, donc ça c'est top. Ça se transporte aussi facilement parce que c'est une grande valeur. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir des tonnes d'or, donc on peut le diviser aussi, divisibilité top. On peut avoir des petits lingots à partir de 1 gramme. Voilà, on peut le refondre pour en refaire d'autres lingots. Donc on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour pouvoir découper un diamant, machin. Avec de l'or, c'est beaucoup plus simple. Voilà, on n'a pas besoin d'un laboratoire, et pour pouvoir tester que c'est bien de l'or, pour pouvoir éviter les contrefaçons, là aussi il y a des méthodes qui ne nécessitent pas d'avoir des laboratoires, donc ça c'est aussi facile. Voilà, durabilité, c'est ultra stable dans le temps, okay, ça rouille pas par exemple l'or. Divisibilité moyenne quand même, mais voilà, on peut le faire. Voilà, stockabilité, c'est compact, donc là top. Okay.
Si je prends maintenant les rubis et globalement toutes les pierres précieuses, émeraude, saphir, etc., mais voilà, ça va être à peu près la même chose. Là, on va retrouver les mêmes problèmes en fait que le diamant. Donc, savoir si c'est un rubis de synthèse ou si c'est un rubis qui a été extrait d'une mine de rubis. Est-ce qu'il y a eu un traitement thermique ou pas? Donc là, pareil, ça c'est des choses qui sont impossibles à voir à l'œil nu. Et l'origine, bah pareil, il n'y aura pas de truc de certification, juste des bouts de papier. Donc est-ce que tu crois dans un bout de papier dans le cas d'un grand reset, sachant que des rubis, par exemple, de Birmanie vont être plus chers que les rubis d'un autre endroit, etc. etc. Donc là, pareil, bon, ça se transforme facilement, on peut pas le diviser non plus. Et là, je dirais que la valeur, même aujourd'hui en fait, le marché du rubis, c'est un marché qui est assez peu liquide, moins que le diamant par exemple. Donc les prix, ils s'envolent et puis des fois c'est des prix tout petits. Enfin, c'est difficile d'avoir un prix assez précis et où tout le monde s'entende sur un prix. C'est pas un marché coté non plus. Voilà, donc pour l'instant, donc diamant, rubis, pas top, or, top, mais vous le savez déjà. L'argent, donc l'argent, pareil, on a un historique, on a un track record, il a été utilisé pendant des milliers d'années comme monnaie d'échange, donc là, pareil. Ça se transporte assez facilement, maintenant, c'est quand même un peu plus lourd pour avoir, voilà, parce que sa valeur, pour 1 kilo d'argent, bah, la valeur est beaucoup moins importante que 1 kilo d'or. Donc voilà, mais quand même. Donc ça c'est top. Attention, durabilité moins bien que l'or parce que ça s'oxyde, l'argent. Voilà, divisibilité moyenne, correcte. Ça peut se confisquer, stockabilité moyen. Moi je dirais plutôt confiscabilité, c'est-à-dire stockabilité moyen par rapport à l'or. Voilà, parce qu'il faut plus de quantité, donc où est-ce que tu planques ton argent, ça peut facilement prendre des proportions importantes. Si vous avez, je sais pas, imaginez, si vous avez 100 000 euros en or par exemple, bon bah c'est assez facile, vous avez, je sais pas, 2 ou 3 petits lingots de 1 kilo et puis c'est réglé. Maintenant si vous avez 100 000 euros en argent, bah, ça prend plus de volume quand même, et de poids. On continue, donc ça c'est pas mal, on continue, platine, palladium, rhodium, tantal, je les ai mis ensemble. Donc ça c'est des choses qui valent plus que l'or aujourd'hui, hein. Si tu prends un petit lingot de palladium ou de platine, ça vaut plus que l'or. En cas de grand reset, valeur 0. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est principalement utilisé dans l'industrie automobile, et dans un cas de grand reset, il n'y a plus d'automobile tout simplement. Donc là 0. L'immobilier, alors l'immobilier c'est pas simple, transportabilité 0, on peut pas transporter son bien immobilier. Mes appartements typiquement à Paris, ils seraient squattés ou bien ils auraient été explosés depuis longtemps. Je pense d'ailleurs en fait les gens auraient du mal à vivre dans des villes parce que les ressources alimentaires ne sont pas dans les villes, donc probablement que les gens seraient déjà partis après avoir squatté et détruit mes appartements. Échangeabilité, elle est très très limitée, c'est pas très liquide. Ça vaut encore assez cher, donc faudrait transmettre les actes de propriété en plus, bon, pas évident. Durabilité, ok, c'est stable. Divisibilité, elle est quasi nulle, on peut pas diviser vendre des parts d'appartement, enfin là, ça se découpe pas. Dans une période de grand reset, hein, je ne parle pas de monter une SCI et de vendre des parts de votre bien. Faut imaginer ce qui se passe, hein. Il n'y a plus de notaire, il n'y a plus rien, hein. C'est de gré à gré, hein. Tu t'entends avec la personne pour faire la transaction ou bien ça finit mal. Et stockabilité, c'est très encombrant, de toute façon on ne peut pas le bouger. Les devises refuges, on pourrait dire tiens, ça serait bien d'avoir des devises, francs suisses, machin, dollars, ce que tu veux, singapourien, dollar canadien, australien, dollar machin, en cas de grand reset. Donc là, un vrai grand reset, hein, je parle pas juste une petite vague, hein, vraiment un truc, tout qui s'arrête. Là, si les pays font défaut, les monnaies valent plus rien ou quasiment rien. Donc là, ça sert à rien du tout. Donc ça peut se transporter facilement, des devises, mais bon, avec les dévaluations, avec l'inflation, avec machin, ça serait n'importe quoi. Donc je pense que de toute façon, à partir du moment où les gens commencent à échanger avec de l'argent, de l'or, des monnaies alternatives, c'est terminé, il n'y a plus de monnaie fiduciaire.
Voilà, en plus, très probablement au moment du grand reset, en fait, les monnaies seront toutes devenues numériques, donc il suffira de désactiver, toutes les monnaies numériques seront désactivées. De toute façon, s'il n'y a plus d'internet, il n'y a plus de monnaie numérique, il n'y a plus de QR code, il n'y a plus rien. Donc tout est parti en fumée. Il reste quoi? Il reste ceux qui avaient en fait des monnaies physiques, de l'or physique, de l'argent physique, des trucs, voilà. Et même les billets de banque, hein, je pense, enfin je sais même pas s'ils existeront à cette époque-là encore, donc ça va dépendre de la stabilité politique. Hein. S'il y a encore des monnaies fiduciaires, je pense qu'il y aura encore des bribes de monnaies fiduciaires, mais même, vous voyez ce qui se passe dans les cas de l'Argentine ou du Liban, quand ça commence à être le chaos, donc, les monnaies valent plus rien. Et les gens commencent à utiliser des monnaies alternatives, dollars US, etc., des monnaies plus stables, et puis à la fin, si c'est le chaos partout, il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus de papier, quoi, c'est fini. Ça reste la monnaie fiduciaire, ça reste la confiance qu'on a dans un État, faut pas oublier qu'une monnaie fiduciaire, ça reste de la dette. Donc si l'État fait faillite, en fait, toutes les dettes, que ce soit des obligations ou bien le bout de papier que vous avez dans la poche, ça vaut plus rien. Alors ce qui pourrait avoir de la valeur en cas de grand reset, c'est d'autres métaux qui pourraient être utilisés, qui pourraient avoir une grande valeur. Typiquement le cuivre. Le cuivre, pourquoi? Parce que c'est un conducteur électrique, il est utilisé en plomberie, pour faire des outils, il peut même être utilisé pour créer des monnaies locales. Parce que l'argent ça vaut cher, l'or ça vaut cher, alors que le cuivre ça vaut moins cher, on peut faire des petites monnaies. Donc voilà. Durabilité, c'est stable, il y a quand même une corrosion possible, ça peut se diviser assez facilement, et c'est assez encombrant quand même. Bon. Le plomb qui est utilisé dans les batteries, dans les munitions, et dans le stockage d'énergie. Donc là, pareil, le plomb, il pourrait avoir une grande valeur, mais là, pareil, pour le stocker, ça va pas être évident parce que ça pèse très très lourd, et voilà, quoi, il va falloir... il y a vraiment des questions de stockage qu'on n'a pas avec l'or et l'argent. Mais c'est des métaux qui pourraient avoir une grande valeur en cas de grand reset. On a aussi le zinc, qui permet de faire des alliages, permet de protéger contre la corrosion et l'utilisation locale. On sombre dans le survivalisme là. Alors des autres métaux, on a par exemple le lithium, le cobalt, ou des terres rares, en fait, tout ce qui est terres rares. Alors là, ça pourrait être très très utile pour tout ce qui est batterie rechargeable. Okay. Donc probablement qu'à cette époque-là, tout aurait été sous batterie. Quand on voit comment évoluent les sociétés, moi j'étais en Chine par exemple, à Shanghai, toutes les voitures, 100% des voitures sont électriques. Donc la batterie en fait elle est partout. Donc en cas de grand reset, restera les batteries à maintenir. Pour pouvoir les maintenir, il faut du lithium, il faut du cobalt, il faut ce type de matériaux. Voilà, on continue. Le Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin va être quelque chose qui va s'apprécier en cas de grand reset? Est-ce que ça va continuer d'exister? Alors on peut le stocker. Alors pour le transporter, c'est assez facile. Hein, si vous avez un cold wallet, donc un wallet froid, vous avez sur une sorte de clé USB et vous avez votre wallet dessus. Donc ça, vous pouvez le transporter. Tous ceux qui avaient des wallets chauds, typiquement des wallets sur Binance, sur des centralized exchange, tout cela, vous avez tout perdu évidemment. Et donc il reste les wallets froids où vous avez toujours votre wallet. Le problème, c'est que quand toutes les infrastructures financières ont été complètement éclatées et délabrées et qu'il n'y a plus Internet, faire fonctionner une blockchain sans Internet et sans énergie, théoriquement c'est possible, hein, on peut faire fonctionner une blockchain sur papier, ça existe, mais en fait, en pratique, ça fonctionnera pas. Donc pour pouvoir propager, valider toutes les transactions, etc., laissez tomber. Donc le Bitcoin qui nécessite une dépense énergétique importante à tous les niveaux, pour émettre, pour miner, pour valider les transactions, pour tout, en fait, c'est fini. Donc voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez en commentaire. Pour les adorateurs du Bitcoin, mais en cas de grand reset, de vrai grand reset, attention. Parce que si c'est juste les États, s'il y a encore Internet, et que c'est juste les États qui ont fait faillite, et que les systèmes financiers, voilà, mais qu'il y a encore Internet, je veux bien. Mais s'il n'y a plus Internet, s'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de satellite, il n'y a plus rien, ton Bitcoin est à la poubelle, quoi. Voilà, continue. Alors voilà, qu'est-ce qui restera? D'autres choses qui pourraient valoir. Alors les shitcoins, les autres qui sont pas les bitcoins, eux, c'est zéro complet. Qu'est-ce qui aura de la valeur?
la nourriture, les biens essentiels, les armes, munitions, tout ça, les moyens de produire de l'énergie, donc tout ce qui est essence, propane, bois, charbon, machin, tout ça, ça aura de la valeur. Les médicaments, l'eau potable et le savoir-faire, donc savoir soigner, savoir faire pousser des choses, ça aura plus de valeur en fait qu'un simple diamant en fait. Voilà, donc j'espère que ça arrivera pas. Hein. Comme vous le voyez, moi je suis pas parti là-dessus, je suis pas parti dans cette tendance survivaliste, mais ça valait quand même le coup d'aborder ce sujet pour voir en fait à quelle sauce on va être mangé si jamais ce grand reset a bien lieu. Dites-moi en commentaire si vous pensez que le grand reset va avoir lieu, comment vous vous y préparez, et est-ce que vous allouez une partie de votre patrimoine à des choses qui pourraient survivre en fait à ce grand reset. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.